On le sait désormais, on attire ce que l'on est. Si on souhaite attirer l'amour, il faudra qu'on soit amour, que l'on soit entouré de l'énergie de l'amour. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'avais envie de vous proposer une réflexion concernant le sentiment de l'amour. Je suis Krasimira, psychopraticienne, et je vous accompagne avec bienveillance vers la connaissance de soi. Il y a quelques jours, une amie m'a confié qu'elle sentait que la personne qui partageait sa vie était la bonne. Car pour la toute première fois de sa vie, lorsqu'elle est loin, séparée de la personne qui partage sa vie, elle n'est pas malheureuse. Elle n'est pas désemparée, elle n'est pas perdue. La personne lui manque, elle l'aime. Mais elle arrive sainement à vivre loin d'elle, sans peur, sans aucun sentiment toxique qui vient polluer son environnement. Et c'est exactement ça l'amour. À travers nos expériences, nous avons tendance à reproduire certains chemins familiaux, certains chemins connus, ou alors faire en sorte de stimuler les émotions que provoquent nos propres blessures émotionnelles, nos blessures ancrées. Lorsque parfois on a cette sensation, vous savez, d'attirer toujours les mêmes individus autour de soi, que l'on revit toujours les mêmes relations bancales, peut-être même toxiques, lorsqu'on dit « j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» Vous voyez un peu le principe. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce fonctionnement et autant de moyens existent pour en sortir. Et comme pour tout, parfois il suffit juste de s'en rendre compte, de se rendre compte de ce que l'on traverse, afin de pouvoir passer à l'action et modifier ce chemin, ce fonctionnement, ce mécanisme. Je me suis longuement plongée sur cette réflexion du couple et du fonctionnement lié au couple. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, tout revient, on fait un bilan sur ce qu'on a vécu, ce qu'on vit actuellement et tout devient beaucoup plus clair. Évidemment, me direz-vous, chaque cas est différent et des cas différents peuvent se présenter à l'infini. Oui et non, car même si on valide le fait de la personnalisation des cas, on peut cependant facilement les regrouper rien que par la similitude des fonctionnements et des comportements qui s'y rattachent. Alors aujourd'hui, je me suis posé une question simple et j'aimerais vraiment que vous vous la posiez aussi. Comment arrive-t-on à confondre amour et dépendance? Pourquoi on a appris la mauvaise définition de l'amour? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas la bonne visualisation de l'amour? La plupart du temps, surtout lorsque l'on est jeune et que l'on expérimente l'amour, on a tendance à confondre l'amour avec la stimulation de nos blessures émotionnelles. On est en pleine construction émotionnelle, on se détache des liens familiaux, on se détache de nos parents, de notre famille, et on essaie de se construire en tant qu'être à part entière. Et pour cela, on va se rattacher au collectif, pour se former en utilisant le mimétisme par exemple, et en formatant notre image à travers le regard des autres, à travers le regard des personnes qui vont nous entourer. L'effet du groupe à l'adolescence a en effet un très lourd poids sur notre construction. Et au fil du temps et des expériences, on va commencer à conforter cette méprise. On l'ancre dans notre fonctionnement interne, de sorte que cela en devient presque addictif, un besoin fondamental. Et ça, on va le voir dans la partie addiction à la fin de ce podcast. Du coup, on arrive à associer à tort
les larmes, la souffrance, le manque toxique, le désespoir à l'amour. Les romans, les films, tout le dramaturge que l'on fait autour de l'amour aura cette tendance à nous confirmer en plus ça. Les Roméo et Juliette, les opéras, tout conforte l'idée que amour est égal à souffrance. Et si c'était faux? Ce n'est pas l'amour qui est rattaché ou qui fait naître cette souffrance. Ce sont nos propres blessures émotionnelles, nos besoins irrationnels. Le besoin de ce dont à un moment donné, nous sommes dans l'incapacité de nous donner. Ce qui est aussi pervers dans cette méprise, c'est l'adrénaline que le corps va créer et qui rend de ce fait cette dépendance plus douce, plus addictive. C'est très déstabilisant de se dire que finalement, on n'a pas appris correctement, on n'a pas compris comme il se doit, ni entendu correctement ce que notre subconscient et notre corps nous disaient. Les alertes étaient perçues comme des signes d'attachement, alors que ce n'était que des alertes. Voilà une vérité incroyable. On confond souvent l'amour avec les blessures. Et l'amour véritable n'a pas de raison de réveiller en soi des douleurs, des blessures, ni crée tant de souffrances toxiques, ni crée tant de dépendance. Une dépendance virale, viscérale. Lorsque nous sommes dans la capacité de nous offrir à nous-mêmes toute l'estime, tout l'amour et tout le réconfort dont on a besoin, la relation amoureuse que l'on va créer sera saine. Lorsqu'elle est réciproque, elle sera saine. Et peu importe ce que l'avenir réservera, nous n'avons pas mis en place de dépendance toxique où l'on fait reposer tout sur les épaules de l'autre. Vous voyez la nuance? Évidemment que si demain on venait à perdre la personne que l'on aime, ça sera une épreuve, bien évidemment. On est des êtres d'amour. Il faudra faire le deuil de ce que l'on avait imaginé pouvoir construire avec cette personne-là, l'avenir qu'on s'était imaginé, les projets qu'on s'était construits. Il faudra faire le deuil des routines qu'on a installées ensemble, qu'on a installées avec cette personne à deux, et apprendre des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, une nouvelle organisation. Mais l'essence de notre personnalité et de la vie que l'on menait et que l'on continue de mener reste inchangée. On n'aura pas perdu nos amis, on n'aura pas perdu nos repères. Car on ne faisait pas reposer notre vie ou notre entité sur l'autre. On a réussi à conserver dans cette relation notre personnalité, l'essence même de qui nous sommes. D'où l'importance d'apprendre à s'écouter, à s'entendre, à se respecter et à se comporter avec soi comme on peut se comporter avec les autres, avec bienveillance, avec amour, réussir à se donner ce qu'on donne aux autres. Et ça s'apprend, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas malheureusement quand on est petit, ou très peu. On est souvent très dur avec nous-mêmes. Et à contrario, on va très facilement pardonner aux autres. Alors, comment mieux illustrer mes dires, mes propos? Je vais essayer de vous prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'on va être en couple, on va sortir, dîner séparément. Ça arrive des occasions comme ça et heureusement. On va aller voir nos amis chacun de son côté. On va aller à des anniversaires, à des enterrements de jeunes hommes, jeunes filles, peu importe. On va passer une soirée séparément.
On va passer une bonne soirée. On va être attentif aux autres personnes qui nous entourent. Dans le cas, on sera dans une relation saine. On va peut-être prendre des nouvelles une fois sur place de la personne, en lui envoyant un petit message, est-ce que tu es bien arrivé, tout se passe bien. Mais c'est tout. On va vraiment être ancré dans l'instant présent et profiter avec plaisir, sans stress, sans angoisse, de notre soirée. En fait, on ne va pas être en pression, on ne va pas être malheureux, on ne va pas être stressé parce qu'on sera séparé de l'autre. Non, on est heureux que l'autre passe une bonne soirée. Et on est heureux de pouvoir profiter des personnes que l'on aime, de notre côté aussi. Lors d'une relation toxique qui réveille nos blessures, donc là c'est nous le problème, que l'on a tendance à confondre justement avec de l'amour ou de l'attachement, on va soit se refuser d'aller à cette soirée, clairement, parce qu'on ne veut pas être séparé de la personne, on va faire la tête, il n'a pas le droit. La personne n'a pas le bon moment sans moi, avec d'autres personnes. Soit du coup on va se refuser d'aller à cette soirée pour rester avec la personne ou pour la faire culpabiliser ou parce qu'on est mal, on est dans l'incapacité d'éprouver du plaisir à faire autre chose que attendre que la personne rentre. Soit on va y aller, mais on va sans cesse penser à l'autre. Se poser des questions, avoir une boule au ventre, avoir peur qu'il nous trahisse, qu'il nous quitte, qu'il passe un meilleur moment avec les autres qu'avec nous, l'harceler de messages, d'appels, bref, de l'angoisse et de la torture psychologique, même sans besoin que la personne nous fasse douter ou nourrisse volontairement ses blessures. Le véritable amour, la véritable relation amoureuse est dépourvue de souffrances quotidiennes. Évidemment qu'il y a des hauts et des bas, ce n'est pas là la question. Cependant, on aime tout chez l'autre, ses défauts tout comme ses qualités. Et d'ailleurs, on s'en amuse. En l'absence de blessures, lorsqu'on arrive à se détacher de nos blessures et à nous donner à nous-mêmes déjà ce dont on a besoin, on arrive à construire avec l'autre, déjà à mieux choisir la personne avec qui on est, et aussi on arrive à aimer l'autre dans son ensemble, à faire de l'autre notre meilleur ami, notre confident, notre petit plus. L'absence de l'autre ne nous dépossédera jamais de nos repères. Il va nous manquer, mais cela ne nous rendra pas malades, dépressifs, tristes. Et toute la nuance est là. Lorsque vous êtes en couple et que vous fouillez le téléphone de l'autre de manière compulsive, que vous avez peur qu'il vous quitte, que vous ne pouvez pas être éloigné de la personne, que vous avez besoin de tout contrôler autour d'elle, savoir que vous avez l'impression de ne pas pouvoir être heureux loin d'elle, loin de cette personne, que vous avez cette sensation de ne pas supporter son absence, ce n'est pas de l'amour. Ce sont les symptômes qui sont liés à vos blessures et à vos besoins que vous avez besoin de nourrir. Et au lieu de se donner à soi-même ce dont on a besoin, on va le réclamer à une tierce personne. Ce n'est pas ça ni pour la personne qui vit ça, ni pour l'autre. Sur qui on fait peser un poids très lourd. T'étais où? T'as fait quoi? Pourquoi t'étais pas avec moi? Pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes? Pourquoi tu me donnes pas ça? Pourquoi? Donne-moi, 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 donne-moi. Doucement. Doucement parce que là, ça commence à être compliqué. Ce n'est pas votre dose. C'est pas lui votre dealer. Hein. On va se calmer. C'est très compliqué. Souvent d'ailleurs, et c'est là aussi la fragilité des personnes qui ne sont pas capables de se donner ce dont elles ont besoin, c'est que les pervers narcissiques et les autres personnes qui sont dominatrices ou manipulatrices, elles piègent leurs victimes de cette manière-là. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement
de ces personnes-là. Donc, ils ont la capacité de repérer les personnes qui ont des blessures prononcées. Par exemple, souvent, c'est la blessure du rejet, de l'abandon ou de l'injustice. Et vont tout le temps jouer sur ce créneau pour maintenir la personne toujours au fil des émotions. L'intérêt pour eux, c'est que la blessure émotionnelle soit toujours titillée, toujours active, afin que la dépendance, comme une addiction, soit toujours à son summum. Oh, j'ai tout le temps besoin de ma dose, ils m'en donnent plus, ils m'en privent, ils m'en donnent, et en fait on est toujours sur le fil. Et on pense que c'est de l'amour. Et on pense que c'est un amour viscéral. Et on pense que c'est un amour dont notre vie en dépend. Mais c'est exactement la même chose que lorsqu'on est addict au tabac, à l'alcool et aux drogues. Et oui, on devient dépendant de ces sentiments-là. Je vais te donner ta dose d'amour, je vais te donner ta dose, vraiment ta dose de soutien et de réconfort, que je vais te retirer dès que tu ne seras pas sage, dès que tu ne me donneras pas ce que je veux, dès que tu ne feras pas ce que je décide. Et là, on tombe dans les relations très, très toxiques. Pour la personne qui a des blessures. Et que le manipulateur va justement manipuler. Et c'est là où s'installe ce cercle vicieux où l'on va glorifier chaque dose d'adrénaline que l'ascenseur émotionnel dans lequel on est piégé va nous fournir. On va en être reconnaissant. C'est très sadique, vous voyez, on se punit énormément. On se fait du mal. Tout en mettant ça sur le dos de l'amour. Vous voyez l'erreur? Ici, on ne parle pas du cas par cas. On parle de différence entre une relation respectueuse basée sur un amour réciproque qu'on sera capable de souffrir lorsqu'on ne sera plus dans nos blessures émotionnelles, lorsqu'on ne laissera plus la douleur de nos blessures émotionnelles diriger nos émotions. Une relation qui n'est pas de l'amour, mais un stimulus de blessure. On va prendre un exemple que j'aime beaucoup et qui va être assez parlant du fait que l'on confonde souvent amour et blessure émotionnelle. Un exemple très très concret. On va avoir un jeune homme qui va flirter avec deux jeunes femmes. D'un côté, il y a une des jeunes femmes avec qui il tient une relation très compliquée, très conflictuelle. Ils se quittent, ils se revoient, leur comportement réveille mutuellement des blessures chez l'un et l'autre. Par exemple, chez la jeune fille, ça va faire ressortir cette relation, la jalousie, l'insécurité, car ce jeune homme est dans l'incapacité de la rassurer de la manière dont elle a besoin, afin que sa blessure ne soit pas trop stimulée. Et lui, à contrario, il supporte mal le fait qu'elle doute de lui et qu'elle lui fait des scènes, qu'elle lui reproche plein de choses, qu'elle le rejette, qu'elle le quitte, qu'elle le repousse. L'un comme l'autre sont malheureux, tristes et pensent qu'ils se manquent lorsqu'ils sont séparés et qu'ils sont mal car ils ont besoin de la présence de l'autre. Mais ils sont mal car une blessure est réveillée. Car la personne en face réveille cette blessure. Donc quand ils voient la personne en face, ça leur fait mal, ça fait des émotions, de l'électricité chimique un petit peu, de l'adrénaline, parce que le corps dit alerte, alerte, danger. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne réveille en toi des blessures. Sauf que ces signaux d'alerte du corps, nous, on a l'impression que c'est de l'amour, parce que ça fait des pics d'adrénaline, et on en devient un petit peu dépendant. De l'autre côté, il flirte avec une autre jeune fille, une amie qu'il adore, avec qui il passe la plupart de son temps. C'est aussi sa confidente, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes. Tout est très facile en fait, tout est très fluide avec elle, il est tout le temps avec elle, il a besoin
de l'avoir tout le temps au téléphone, de sa présence. Il n'y a pas d'émotion basse entre eux. Tout est lisse, tout est facile, tout est fluide. Donc je l'entends, je comprends, et je pose cette question qui me paraissait assez simple. Je dis, du coup là, avec le recul finalement, savez-vous de qui vous êtes vraiment amoureux? Pour qui bat votre cœur en fait? Il me dit, bah oui. J'aime la fille qui me brise le cœur. Il me dit qu'il aime la fille qui lui brise le cœur. Et qu'il est mal sans elle. Et même si leur relation est toxique, c'est d'elle qu'il a besoin. Voilà l'erreur, mais vous ne pouvez pas dire à ce stade-là, et en fait non, tu te trompes. Non, parce qu'il ne le comprendra pas, parce que pour lui, il écoute son corps. Les sensations qu'il éprouve, l'adrénaline, les picotements dans le ventre, la tristesse. Ce dont il est devenu dépendant, ce sont les réactions chimiques provoquées par son propre corps en vue de l'éveil de ses blessures. C'est difficile à comprendre cette phrase. Ce dont il est devenu dépendant, ce sont les réactions chimiques provoquées par son corps en vue de l'éveil de ses blessures émotionnelles. Vous savez, quand on comprend ça, on a tout compris. On a tout compris de notre fonctionnement. Je laisse du temps à ce jeune homme pour travailler sur lui, etc., sur son développement personnel. Le temps passe, il s'éloigne de cette fille. Et en prenant en main ses propres besoins et envies, il réalise de plus en plus que les sentiments qu'il éprouvait avec cette fille n'étaient pas liés à l'amour, n'étaient pas liés à elle, mais à lui, à ses propres ressentis. Bref, on n'ira pas au bout de l'histoire, je vais m'arrêter là, mais c'était vraiment pour que vous compreniez le sens dans lequel je voulais vous emmener. C'est qu'on confond l'amour et on passe à côté de l'amour très souvent parce qu'on l'a mal compris, parce qu'on a mal compris, interprété les signaux que nous envoie notre propre corps, notre subconscient. On n'est tellement pas habitué à écouter notre subconscient, à rentrer en nous, à nous comprendre et à entendre les signaux de notre corps, les mots de notre corps, qu'à force, on les interprète mal. Et ça joue en notre défaveur et toute notre vie, on sera dans cette possible erreur. On prendra le mauvais chemin. On passera à côté du chemin de l'amour pour emprunter le chemin des blessures. Et on nous a tellement fait rêver dans les livres, dans les romans, dans les pièces de théâtre, dans les opéras, de ces histoires d'amour mélancoliques qui se terminent mal, qui font souffrir, que l'on a oublié que l'amour ne doit pas faire mal, pas comme ça. Et avec toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance. Avec les thérapeutes qui sont là, les thérapies brèves, diverses et variées, nous avons la possibilité de guérir nos blessures, de les apaiser, d'apprendre à nous ancrer dans l'instant présent, apprendre à nous aimer, à nous donner tout ce dont on a besoin. Et à nous pardonner de ne pas être aussi parfait qu'on le voudrait. On doit se donner tout ça. C'est pas aux autres de nous le donner. On n'a pas à demander aux autres de nous donner ce qu'on a besoin. Si on est nous-mêmes dans l'incapacité de le faire, c'est pas possible. Quelle chance nous avons. Aujourd'hui, je le dis, c'est une énorme chance qui s'est passée il y a 3 ans. Parce que ça crée le mouvement de cette tendance à s'entendre. Les gens sont arrivés tellement à un burn-out collectif qu'ils ont eu besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur soi. Et grâce à tout ce qu'on a à notre disposition, c'est tellement plus facile de le faire aujourd'hui, donc c'est le moment de ne plus se chercher d'excuses et de passer à l'action. On se le doit à nous-mêmes.
On ne le doit pas à Instagram, à Facebook, à la collectivité. On se le doit à nous-mêmes. Si on souhaite tellement comprendre comment on fonctionne et comment se trouve en fait le bonheur en nous et l'amour en nous, ben on se le doit. On doit prendre le temps d'apprendre à s'écouter et à se comprendre. On le sait maintenant, tout est apprentissage. Tout est apprentissage et évolution. On apprend en grandissant, en vivant différentes expériences, en faisant des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, comme les enfants. On est des enfants à vie. Vous savez, même en étant parfois conscient de foncer dans un chemin répétitif, on y va. Car on manque de cette adrénaline-là. C'est là où je voulais en venir aussi au début. On va être en manque de ces émotions, des pleurs, des rires, de la souffrance. Cela peut paraître un petit peu étrange, mais c'est la réalité. C'est une dépendance, toutes ces émotions-là. Cela se manifeste vraiment comme une addiction. Alors forcément, on peut se dire « Oh, j'ai envie d'avoir une relation stable, saine et heureuse. J'ai envie d'avoir une famille parfaite. » De ne pas avoir de soucis. Et pourtant, foncer dans des relations de dépendance qui réveillent des blessures et des émotions très basses. Car c'est tout ce que l'on a toujours connu. Et c'est tout ce que l'on pense être des émotions d'amour. Combien de femmes ou d'hommes vivent des relations parfaites, saines, heureuses, basées sur l'amour, le respect, et pourtant vont tromper leur conjoint ou partir avec quelqu'un d'autre qui ne les rendra pas forcément bien plus heureux, ou dans des relations peut-être qui seront même toxiques, juste par manque d'adrénaline et d'émotions basses. Parce que ce que le corps procure comme émotion, lorsqu'on vit ces blessures, ben c'est ça, c'est de l'adrénaline, c'est de la dopamine. Donc forcément, c'est des addictifs. C'est des choses que le corps crée qui sont très addictifs. Comme la dépendance, je le disais tout à l'heure, à la cigarette, à l'alcool, aux drogues. C'est pour ça, il faut soigner cette addiction. C'est pour ça que la dépression, une fois qu'on a goûté à la dépression, c'est horrible ce que je vais dire, mais une fois qu'on a été dépressif, on le reste un peu à vie. C'est-à-dire qu'on aura toujours des pics à des moments donnés de dépression. Parce qu'on a créé un fonctionnement comme ça et le corps, l'inconscient, en a besoin à des périodes pour fonctionner. Parce qu'on s'est créé notre fonctionnement autour de cet état de dépression. Et ça peut être très déstabilisant d'un coup d'être heureux, qu'il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de pic d'adrénaline, d'émotion, de tristesse, de dopamine. C'est plat. En fait, ce plat-là, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire peur parce que on n'a pas l'habitude de notre vie d'être bien. Juste bien, qu'il ne se passe rien. Tout va bien. Ça peut être inquiétant. Ouh là là, c'est bizarre. Tout va trop bien. Donc, il y a tant de choses à dire à ce sujet, mais je pense que le plus important de cette réflexion est lancé. Et je sais maintenant que vous allez réfléchir un petit peu à vos relations passées, à votre relation actuelle, à vos blessures. Et j'espère vraiment que cette réflexion vous permettra de faire un point sur vous, sur vos envies, sur vos besoins, sur vos dépendances, sur vos blessures, et apprendre à être bienveillant avec soi-même et à s'aimer. C'est vraiment la solution qui va nous aider à avancer plus sainement et à être en accord avec soi. Alors ça paraît très facile de dire on n'a plus qu'à se donner de l'amour. Mais en fait, ça demande énormément de temps et de travail. Ça demande des méditations, ça demande des séances d'hypnose, d'auto-hypnose, ça demande du temps pour soi. Et ça demande du pardon et de la bienveillance envers soi, ce qu'on n'a pas naturellement ancré. On va être très critique avec nous-mêmes.
Donc le jour où on sera capable de s'aimer, oh je m'aime, bon, on sera déjà beaucoup mieux. Et surtout, capacité de se donner suffisamment d'amour pour qu'on n'en ait plus besoin, pour qu'on n'ait pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Voilà pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, si besoin, si vous voulez qu'on échange un petit peu plus sur le sujet. C'était bref, mais c'était voulu ainsi. Je ne voulais pas vous polluer non plus des heures et des heures sur des choses compliquées. Je voulais semer peut-être des petites graines de réflexion, et en sachant qu'on est tous différents et à des stades d'éveil, d'évolution qui sont aussi différents, il fallait que j'arrive à prendre assez de recul pour que ça reste accessible. Donc j'espère que ça a été accessible pour tout le monde. Je vous envoie énormément d'amour. Je reste là si besoin. À très bientôt.